Il y a un an, autour du Liberation Day, un seul mot suffisait à rendre les marchés nerveux, les droits de douane. Aujourd'hui, ce mot refait surface. Cette fois, Donald Trump menace à nouveau, parfois même d'une hausse supplémentaire de 50%. S'agit-il d'un simple titre dans la presse ou cela peut-il devenir une véritable politique avec encore plus de vent contraire pour les investisseurs? Je pose la question à Maëlie Hovsepian, Customer Relationship Manager chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette conversation plutôt que la regarder? Abonnez-vous alors à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour un nouveau Zoom Invest. Bonjour Maëlie. Bonjour Marc. Il y a un an, on pensait que les tarifs douaniers allaient retomber un peu et voici maintenant Trump qui revient avec des tarifs supplémentaires, même jusqu'à 50% pour des pays qui osent encore livrer des armées, par exemple, à l'Iran. Et également, la Chine était spécifiquement visée quelques jours après. Ceci, pour les investisseurs, vient ensemble avec une inflation qui monte, le prix du pétrole qui monte, quand même des incertitudes ou des marchés boursiers qui sont nerveux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est beaucoup, clairement. Si ce sujet revient aujourd'hui, c'est parce que les droits de douane sont devenus un outil politique à part entière. Concrètement, ils pèsent sur la croissance économique, alimentant l'inflation et touchant directement les bénéfices des entreprises internationales. Et tout cela dans un monde où le libre-échange n'est plus aussi évident qu'avant. Alors pour l'investisseur, ça ajoute une couche d'incertitude, parfois avant même que les décisions concrètes ne soient prises. Oui. Et est-ce qu'on voit déjà que ces nouveaux risques se matérialisent ? Oui, mais pas tous les secteurs sont logés à la même enseigne. Prenez l'acier ou l'aluminium, par exemple. Ce sont des secteurs déjà très exposés, habitués à des droits de douane qui réagissent à la moindre d'annonce. La pharma est aussi intéressante. On la voit souvent comme un secteur défensif, mais dans la pratique, c'est un secteur extrêmement internationalisé. Du coup, une augmentation des droits de douane peut y faire mal, même plus vite que le marché anticipe. Oui, en effet, parce que début avril, on parlait même des droits de douane de 100% pour quelques médicaments spécifiques, sauf accord avec le gouvernement américain. C'est exact, mais il faut aussi nuancer. Il s'agit des médicaments très innovants, pas les génériques. Alors, il y a beaucoup de groupes qui ont déjà trouvé un terrain d'entente avec les autorités américaines. Mais le message est bien clair pour ceux qui ne jouent pas au jeu. La menace est bien là, ce qui complique encore un peu plus les relations entre pays et aussi le cadre dans lequel les entreprises doivent opérer. Oui. Et est-ce que ces nouvelles menaces ont déjà fait des dégâts sur le marché ? Non, pas vraiment à ce stade. Ce n'est pas un hasard que Trump en parle moins depuis la décision de la Cour suprême pour invalider les droits par pays. Ça a clairement surpris l'administration américaine. Ils ont réagi rapidement en mettant en place un tarif global de 10% qui correspond assez bien aux accords déjà conclus avec l'Europe, le Royaume-Uni et des autres partenaires. Oui, ce qui est en fait une bonne nouvelle pour les marchés émergents et également pour la Chine, non ? Oui, exactement. D'ailleurs, la réaction des marchés était légèrement positive tout de suite après la décision de la Cour. Mais ensuite, la guerre en Moyen-Orient est venue prendre le devant de la scène, même si l'impact économique des droits de douane reste bien présent. Oui. Et concrètement, cet impact économique, on le voit comment maintenant ?
Ben, on observe surtout un déplacement des flux commerciaux. De plus en plus, les échanges se font à l'intérieur de l'Asie, notamment Asie émergente. Alors ces économies dépendent donc moins directement des États-Unis et sont moins exposées aux droits de douane américaines. Donc de nouveau, un aspect positif pour les marchés émergents, mais il y a sans doute aussi des perdants, non? Oui, certainement. Les entreprises très orientées vers l'exportation, vers les États-Unis, souffrent davantage. Là, on pense au secteur cyclique comme l'automobile. Et du côté américain, il y a aussi des secteurs qui sont pénalisés, comme l'agriculture, la technologie, les semi-conducteurs, mais même l'énergie, comme le LNG, même si ce dernier s'est un peu repris récemment avec le conflit en Iran. Oui. En effet. Maintenant, dans ce contexte incertain, les investisseurs cherchent à trouver des valeurs de refuge, parce que je me rappelle encore en 2022 qu'aussi bien les obligations que les actions perdaient, il y avait uniquement le dollar qui tenait le coup comme valeur. Oui, et ce printemps, on a vu la même chose en fait avec les tensions géopolitiques, la guerre commerciale, le Moyen-Orient. Il y a les actions et les obligations qui ont perdu terrain en même temps. Alors les investisseurs se sont retournés vers les actifs refuges, le dollar, la pharma, les télécoms. Mais aussi les biens de consommation non cycliques, en fait tout ce qui touche l'essentiel du quotidien. Oui. Mais la grande leçon de 2022 reste valable. Un portefeuille peut sembler bien diversifié, mais réagir quand même comme un seul bloc quand la source de stress est là, même partout. Et voilà l'importance d'avoir quand même une approche plus exigeante, de trouver des ressources de rendement différents qui peuvent tenir le coup dans des circonstances différentes. Oui, exactement. Dans ces périodes-là, on voit souvent le retour vers la qualité. Les entreprises matures, solides, avec des bilans robustes et une demande structurelle, comme les semi-conducteurs, par exemple. Par contre, les valeurs de croissance, comme le secteur software, est plus sensible, notamment à cause de l'IA. Mais sur le plus long terme, il reste intéressant lorsque leur modèle économique est solide. Oui. Bref, les investisseurs deviennent plus sélectifs et nous aussi d'ailleurs. En effet. On a parlé de 2022, on a parlé il y a un an Liberation Day. Regardons maintenant vers l'avant. Le mois de mai, le président Xi va rencontrer le président Trump. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça, de cette rencontre? Beaucoup. Ce sont les deux grandes puissances mondiales et leurs relations influencent presque tout. Le commerce, les matières primaires stratégiques et les droits de douane. Sans oublier la géopolitique avec le Moyen-Orient, le Taïwan. Trump aime les deals et il voudrait probablement afficher le prochain accord et le vendre comme une victoire à son électorat. Ça, c'est au niveau des États-Unis et président Trump. Mais Xi, par contre, qu'est-ce que... Oui, la Chine a aussi intérêt à la stabilité. Pendant que les États-Unis sont occupés à plusieurs fronts, Pékin continue à renforcer son économie. Alors, une nouvelle escalade commerciale leur arrangerait donc pas non plus. Non. Maintenant, Trump a toujours vu la Chine comme un concurrent à freiner. Pourquoi cette fois-ci, est-ce qu'il ne jouera pas la carte dure à nouveau? Oui, c'est là qu'on parle des fameux tacos, Trump always chickens out. Les marchés ont compris que ces déclarations les plus musclées sont souvent suivies par des compromis, des délais ou d'assouplissements. Et aujourd'hui, son cadre d'action est devenu encore plus contraint avec la décision de la Cour suprême et ses droits de douane globaux limités dans le temps.
Ça, c'est au niveau de la décision de la Cour suprême américaine, mais on entend également parler d'alternatives juridiques pour quand même réintroduire ces tarifs, non? Oui, c'est possible qu'on retourne vers les niveaux plus proches de ceux avant la décision de la Cour. Mais l'inverse est aussi possible, surtout si un accord diplomatique plus large est trouvé, par exemple autour de l'Iran. Mais comme souvent avec Trump, l'incertitude reste maximale. En effet, prédire Trump, c'est pas simple à faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec la guerre en Moyen-Orient et les élections de mi-mandat à l'automne, l'économie américaine n'a pas besoin d'encore un climat plus instable. Alors les investisseurs n'anticipent donc pas à ce stade des droits de douane extrêmement agressifs. Ouais. Alors pour terminer, comment l'investisseur et nous comme gestionnaires doivent gérer tout cela? On reste surtout plutôt constructifs sur les actions, même si l'environnement est plus difficile. La combinaison de croissance plus faible et de l'inflation plus élevée rend la diversification très complexe. Il ne s'agit plus seulement de repartir entre actions et obligations, mais de comprendre comment chaque composant d'un portefeuille réagit sous pression. Cela nous amène vers un focus à la qualité et une gestion plus prudente par rapport aux secteurs qui sont sensibles aux droits de douane et une attention particulière aux risques de change, notamment le dollar. OK. Alors encore plus de vent contraire pour l'investisseur? Le risque existe, mais les ventes contraires créent aussi des opportunités. Dans notre stratégie, nous restons positifs pour l'Asie émergente et plus prudentes pour les biens de consommation américains exposés aux tarifs, certains exportateurs et aussi sur les secteurs cycliques qui sont orientés vers les États-Unis. Nous sommes également plus réservés sur la pharma en raison de sa forte exposition aux risques tarifaires. Oui. Donc vous regardez clairement en scénario et nous en gros titres. Permettez-moi, Maëlie, de résumer notre conversation en 3 points. J'ai retenu que, 1, les droits de douane comptent à nouveau, car ils pèsent sur la croissance, sur l'inflation et sur les modèles économiques. 2, l'impact n'est pas uniforme. Il y a surtout des repositionnements entre régions et secteurs, avec une attention pour le dollar, pour la qualité et pour l'Asie émergente. Et pour l'investisseur, pas besoin de tout bouleverser, mais être bien attentif et bien sélectif pour des entreprises qui sont sensibles aux droits de douane. C'est très bonne, oui, très bonne synthèse, Marc. Merci beaucoup, Maëlie, et merci beaucoup pour vos éclairages. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, vous aussi, chers spectateurs, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.